en raison de l'heure, écoutez maintenant Alain Brossat. En tout cas, merci. Tu me donneras le texte pour que je puisse le méditer et y réfléchir. René, tu vas m'entendre si je reste là? Je vais t'écouter, oui. Non, parce que j'en ah, ben oui, comme ça, je suis obligé de me déplacer. Non, ça bouge pas. De toute façon, à la distance de mon oreille. Et si, ah bon, mais il vaut mieux, comme ça, si je suis plus près de toi, je t'entendrai mieux. Merci infiniment. Je serai près de toi, mieux je m'entendrai avec toi. Voilà, donc j'ai intitulé mon topo cher hospitalier, pas seulement pour le plaisir du bon mot, mais parce que je considère que la pensée de René n'est pas une pensée qui cherche à galvaniser, qui cherche à édifier, même pas d'ailleurs une pensée qui cherche à proprement parler à éclairer. C'est une pensée qui encourage son lecteur à aller vers ses propres pensées, qui fait ouverture vers, disons, ce qui permet à celui qui le lit à faire prospérer ses propres pensées entre les lignes, entre les mots et dans les marges de son propre texte. Donc de ce point de vue, c'est une pensée qui accueille, c'est une pensée hospitalière. Voilà. Donc dans cet esprit-là, je ne vais pas faire un commentaire du livre de René, Zeus hospitalier. Je vais plutôt écrire dans les marges de son texte, le prendre comme support ou comme impulsion pour quelques réflexions personnelles autour du motif de l'hospitalier. Non pas dans la perspective d'une histoire ou d'une anthropologie de l'hospitalité, mais plutôt sous l'angle de ses enjeux dans le présent. Donc à la page 77 de son livre, René écrit la chose suivante: l'hospitalité en son essence se dérobe à tout concept du politique. Et avec cette phrase qui tranche, je crois qu'il touche le nerf du problème. Bien souvent, en effet, et avec les meilleures intentions du monde, mais sans trop nous soucier de la rigueur des mots, nous sommes portés à blâmer l'inhospitalité, un mot qui n'existe pas en français d'ailleurs, de nos démocraties policières, de nos États, qui font la chasse aux étrangers dits irréguliers, qui distribuent les visas au compte-gouttes, cherchant à faire de l'Europe communautaire une vraie forteresse, etc., etc. Mais, disant cela, je crois que nous confondons deux choses. Premièrement, une politique de l'étranger, ou bien, disons, un règlement des circulations, fondé sur des principes et des normes, donc d'une part, et d'autre part, l'hospitalité, laquelle, rigoureusement entendue, se doit d'être absolument inconditionnelle, et ne peut donc se voir subordonnée à quelques règles ou principes qui lui soient extérieurs. La force du conte de Flaubert, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, est précisément de prendre toutes les libertés avec ce que l'on sait de la vie de Saint-Julien pour penser et exposer jusqu'au bout, jusqu'à ses ultimes conséquences, c'est-à-dire le corps du lépreux agonisant réchauffé contre celui du saint en devenir, l'unique principe dont se soutienne l'hospitalité proprement entendue, c'est-à-dire son trait d'illimitation, son caractère inconditionnel. Toute réglementation ou restriction apportée au principe d'hospitalité tue l'hospitalité. Le principe d'hospitalité, c'est par exemple le fait qu'une église, un établissement religieux, soit considéré comme un lieu d'accueil ou un refuge inviolable pour quelque fugitif que ce soit. Si l'on commence à lui demander des comptes sur ce qu'il est, un persécuté ou au contraire un assassin, l'hospitalité est morte. Et vous n'ignorez pas d'ailleurs l'usage pervers qu'une partie de l'Église catholique a pu faire de ce principe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'est agi de planquer et d'exfiltrer quelques criminels nazis de première classe. On comprend mieux dès lors qu'existe un véritable différend, au sens que Lyotard donne à ce terme, mais est-ce qu'il peut exister un autre sens de ce terme, à ce terme, pour nous qui sommes en dette perpétuelle à son endroit? Lyotard, notre collègue, notre ami, donc, indifférent donc entre toute espèce, toute forme ou tout régime de rationalité politique et le principe d'hospitalité. Pour autant que la politique, qu'elle soit gouvernementale ou non, étatique ou non, pour autant que toute politique,
est fondée sur des calculs, sur des stratégies, sur des calculs d'intérêt qui ne sont pas pour autant nécessairement dépourvus de tout fondement axiologique. On ne peut donc exiger d'aucun sujet politique qu'il fasse de l'hospitalité son principe. La notion même d'une politique de l'hospitalité recèle une contradiction dans les termes. Kant a bien vu le problème qui distingue, pour celui qui séjourne dans un pays étranger, Besuchsrecht et Gastrecht, droit de visite et droit à un séjour indéterminé, et c'est entendu donc dans le mot Gast, séjour aux frais de la princesse. Par conséquent, ce que nous sommes en droit d'exiger de la part de nos gouvernants, de nos États, pour autant notamment que ceux-ci se targuent d'être démocratiques, c'est une politique civilisée de l'étranger, une politique éclairée des circulations de personnes, pas une hospitalité inconditionnelle, laquelle, pour cette raison même, peut être, comme le rappelle René, le fait de personnes, le fait de communautés, mais pas celui des États, des gouvernements, des administrations. Bien évidemment, disant cela, je ne veux pas du tout opposer le prétendu réalisme des États à un réalisme en forme de politique de... Pardon, je ne veux pas du tout interpréter le prétendu réalisme des États ou légitimer le prétendu réalisme des États en tant que, aujourd'hui, ce prétendu réalisme coïncide avec une politique de contingentement et de rejet de l'étranger. Je ne veux pas du tout opposer ça au caractère utopique, entre guillemets, et gentiment rêveur de l'hospitalité. Je ne cherche évidemment pas, à Dieu ne plaise, à trouver un fondement légitime à la xénophobie d'État qui aujourd'hui fait office, dans tous les pays dits du premier monde, de politique de l'étranger. Je veux simplement insister sur le fait qu'une politique de l'étranger, quelle qu'elle soit, et une pratique de l'hospitalité se déploient respectivement sur des plans absolument hétérogènes, et je vais y revenir bientôt en détail. Simplement, une fois qu'on a posé ceci, reste entièrement pendante la question de savoir ce que l'on doit entendre aujourd'hui par une politique civilisée de l'étranger, une politique éclairée des circulations de personnes. Une telle politique ne peut avoir pour boussole que la notion d'un nouveau différent. Le différent qui oppose toute espèce de biopolitique, c'est-à-dire de gestion étatique des circulations des populations, donc de réalisme entre guillemets en la matière, à ce qui constitue l'alpha et l'oméga supposé de la modernité démocratique, c'est-à-dire la doctrine des droits de l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est une chose simple et massive, mais tellement massive que généralement elle n'est pas prise en compte. Si nous sommes vraiment des modernes politiques, c'est-à-dire des démocrates, alors nous ne devons pas réclamer une politique de l'immigration tolérante, généreuse, ouverte, une revendication qui est codée d'emblée dans les termes de la police étatique, mais bien une politique de l'étranger fondée sur le plus élémentaire de la doctrine des droits de l'homme, c'est-à-dire un principe d'équivalence de toute vie humaine avec tout autre, ou plutôt dans un monde où tout un chacun est constitué par des conditions d'appartenance spécifiques, de toute personne humaine avec tout autre. Ce qui, du point de vue des circulations, va se traduire dans les termes suivants. Tout droit de circulation que je réclame pour moi-même, je le réclame pour tous les autres. L'égalité va donc prendre ici la forme pratique de la réciprocité. Si je trouve juste et conforme aux normes présentes de la civilisation humaine de pouvoir me rendre, moi, au titre de visiteur, et pour quelque motif que ce soit, au Maroc, au Sénégal, en Turquie, en Chine, etc., sans rencontrer d'obstacles administratifs ou policiers insurmontables, alors je dois réclamer ce même droit pour tout autre qui entend faire le même chemin en sens inverse. Déroger à ce principe de réciprocité, c'est admettre qu'en toutes circonstances, le réalisme biopolitique des États qui s'instituent pasteurs et gérants du vivant humain doit l'emporter absolument sur les supposés principes fondateurs de l'institution démocratique en cours au demeurant de globalisation accélérée. Et c'est donc lever le voile du même coup sur le statut idéologique ou idéocratique
du discours des droits de l'homme dans les espaces dits démocratiques du présent. Si vous faites sur cette question le choix du réalisme étatique, si vous vous pliez aux injonctions de la rationalité biopolitique, qui de façon inflexible hiérarchise les catégories humaines, dès lors qu'il s'agit de statuer sur leurs possibilités de circulation et leurs conditions de séjour, alors vous pratiquez le reniement le plus massif et irréparable qui soit de votre appartenance à la condition démocratique. L'interprétation immunitaire des droits de l'homme, qui tend à les transformer en dispositifs destinés à protéger les corps, mis à mal par la violence de l'État ou celle du capitalisme sauvage. Cette interprétation immunitaire les vide de leur substance proprement politique et les réduit à une fonction de police modératrice. C'est l'atome politique insécable sur lequel s'agence toute la doctrine des droits de l'homme, à savoir, un homme est un homme, et non pas il faut protéger l'humanité endolorie. C'est à cela que nous devons faire référence. Ce qui, pour ce qui nous concerne ici, a une conséquence immédiate et foudroyante, non pas l'instauration d'un principe général d'hospitalité, inconditionnel et sans limite, mais tout simplement la reconnaissance par quiconque, en l'occurrence nous, les plus favorisés, d'un droit égal de circulation à ceux chez qui nous entendons nous rendre en toute liberté, comme touristes, comme businessmen, comme enseignants, etc. Si l'on déroge à ce principe élémentaire, basique, mais taillé dans le marbre, on tombe inexorablement dans les doubles standards de la gestion du vivant humain, et c'est l'aporie majeure du démocratisme, c'est-à-dire de l'idéologie démocratique contemporaine. Il y a bien eu des périodes où en France, la République a accueilli avec libéralité, et parfois même avec bienveillance, certains exilés ou demandeurs d'asile. Les Polonais, par exemple, après le coup d'État de Jaruzelski en 1981, mais aussi bien déjà au XIXe siècle, des Polonais, sous la Seconde République, et plus près de nous aussi des Iraniens, au temps du Shah, puis de Khomeini, des Chiliens, après le coup d'État de Pinochet. Mais ces pratiques bienveillantes, qui contrastent tellement avec la liquidation du droit d'asile aujourd'hui, ces pratiques n'en relèvent pas moins d'une politique d'accueil de l'étranger persécuté, une politique d'État qui est toujours fondée en dernière instance sur des analyses, sur des calculs, plutôt que sur des sentiments. L'État, d'ailleurs, n'est en guère de par sa nature propre sentimentale. Ce qui est encore, une fois, tout autre chose que l'hospitalité. La preuve en étant que ce sont toujours des catégories de demandeurs qui, par opposition à d'autres, généralement plus nombreux, vont être, dans des séquences données, accueillis. Par contraste, le propre de l'hospitalité est, comme le rappelle René, de faire référence à des lois, entre guillemets, dont l'origine se perd dans l'immémorial et dont la propriété est de ne pouvoir trouver leurs conditions d'inscription dans aucun droit positif. Les lois de l'hospitalité sont toujours plus vieilles que le droit, plus vieilles que l'État, que l'administration et son habitude de trier, séparer, répartir, classer, hiérarchiser, et donc son habitude de fabriquer des catégories. L'hospitalité, pour autant qu'elle renvoie à cette figure archaïque de la loi, est indissolublement liée à la communauté, donc à des usages, à des règles, à des traditions communautaires qui statuent sur les conditions dans lesquelles l'étranger doit être accueilli, avec les égards les plus grands, mais qui statue aussi sur les conditions dans lesquelles il doit être traité impitoyablement, c'est-à-dire comme un ennemi. Donc le contraire de l'hospitalité, en ce sens, ce n'est pas l'inhospitalité, mais la guerre, tout simplement. Donc, contrairement à ce que j'énonçais peut-être un peu imprudemment plus haut, l'hospitalité est bien conditionnée par un code, écrit ou non, qui parfois en précise même les conditions d'exercice d'une façon extrêmement rigoureuse, par exemple dans le Qanun albanais. Mais au fond, cela ne change rien au caractère rigoureusement étranger à toute rationalité politique de l'hospitalité, qui est le point sur lequel je voudrais porter l'accent. Une politique d'accueil ou de non-accueil pratiquée par un État moderne va toujours s'appliquer de préférence à des catégories humaines. L'hospitalité, elle, en Occident au moins, on le voit déjà chez Homère, se pratique toujours tête de pipe par tête de pipe. Elle met en présence des singularités dans la relation entre un accueillant et un accueilli, dans une relation intersubjective qui met en jeu toutes sortes de choses,
des questions de statut social, des questions de langue, des questions de code culturel. Rappelez-vous par exemple la séquence assez désopilante de Mars Attack, soucieux de faire bon accueil aux Martiens, civilisation supérieure à celle des Terriens, et qui viennent de débarquer. Les humains arrivent les mains chargées de colombes blanches, emblème pour eux de paix, signe de bienvenue, etc. Là, pour les Martiens, les colombes sont des oiseaux funestes, en vertu de quoi ils désintègrent aussi sec les accueillants et leur bonne volonté. Bref, l'hospitalité est incalculable. Ses usages, ses formes, ses conséquences sont imprévisibles. Et c'est à ce titre qu'elle peut être dite irréductible à toute espèce de réglementation ou d'injonction. Qui sait si demain Ulysse va reprendre sa route ou s'il va demeurer auprès de Nausicaa. L'hospitalité n'est pas un dispositif. Et même chez les peuples dits premiers ou dans les sociétés traditionnelles, où elle est inscrite dans le code de vie de la communauté, de nombreux exemples montrent comment un petit grain de sable peut à tout instant en enrayer le bon usage et faire basculer l'accueil inconditionnel dans le vomissement de l'étranger, et ceci jusqu'à son extermination. Ce caractère incalculable, ce caractère ingouvernable de l'hospitalité est bien la raison pour laquelle les États policiers de notre temps la tiennent en grande défiance, et la plupart du temps la proscrivent. Elle se glisse en effet entre les mailles du contrôle le plus vigilant. Elle peut être ouverte, mais elle peut aussi être furtive, secrète, discrète, comme elle l'est dans la fameuse dernière séquence de La Grande Illusion, le film donc, de Renoir, lorsque les prisonniers en fuite, Maréchal et Rosenthal, Gabin et Dalio, sont accueillis par la paysanne allemande Elsa, la sublime Dita Parlo. Elle, l'hospitalité, leur échappe. Elle échappe aux autorités. Elle lance à leur entendement toutes sortes de défis, notamment parce qu'elle s'exerce sans avoir besoin de raison. Bien mieux, c'est lorsque elle le fait au mépris de toute raison, de tout calcul, de toute prudence, qu'elle brille de son éclat le plus beau, comme dans le film de Renoir précisément, puisqu'Elsa a tout à perdre et rien à gagner en accueillant les deux fugitifs, étant conduite à se comporter au rebours de tout sens patriotique, donc en les abritant, en les nourrissant, en les cachant, en les soignant. Mais quand je parle ici des États policiers, je me devrais d'être plus précis. Je pense pas seulement aux dictatures policières ou militaires, mais bien aussi à des démocraties policières, puisque, comme chacun sait, a été récemment mise en vigueur chez nous-mêmes ce que les organisations qui s'activent en faveur des demandeurs d'asile et des sans-papiers appellent un délit d'hospitalité, qui est donc destiné à sanctionner ceux qui aident, ceux qui hébergent des étrangers en situation irrégulière. Et on voit bien ici que l'hospitalité n'est pas, dans ses manifestations les plus cristallines, si on peut dire, quelque chose qui peut trouver sa place à proprement parler dans un code social. Elle est au contraire ce qui va s'en séparer absolument, s'y opposer. Le code social ou le code civique aurait voulu qu'Elsa, dans le film de Renoir, dénonce les deux fuyards plutôt que les cacher et prendre soin d'eux. Donc l'hospitalité va s'adresser aux plus lointains, aux plus différents. Ici même, elle s'exerce au bénéfice de l'ennemi, et circonstance aggravante en temps de guerre. Elle ne consiste donc pas à bien recevoir des amis ou des parents, conformément à des codes de civilité bien établis, et toujours à charge de revanche, sur un mode prévisible. Au contraire, elle ne s'exerce jamais aussi bien et ne déploie vraiment ses puissances de déplacement, de décèlement et de dessaisissement que lorsqu'elle survient de manière totalement inopinée, improbable, contre le cours des choses, comme un don pur qui n'anticipe sur aucun contre-don. Lorsque l'étranger que j'accueille, donc, est un parfait inconnu, que je ne sais pas d'où il vient, que je ne sais pas d'où il va, s'il est riche ou s'il est pauvre, et dont je n'attends rien, et qu'il est infiniment improbable qu'il ait l'occasion de me rendre l'appareil un jour. L'inconditionnalité de l'hospitalité vraie se manifeste ici dans l'absence d'attente de toute contrepartie, comme on le voit à nouveau dans le conte de Flaubert, le lépreux transi étant par excellence celui qui n'a rien à rendre, celui qui n'a rien à donner, dépourvu de tout, abandonné de tous,
qu'il est.